Salut à tous, bienvenue à l'émission Sans langue de bois sur Burkina Info. Pour ce numéro 3 invités, Paulin Yamiro de Burkina Info, Alassane Karama du Sidouaya et John Karim Gadiaga, il est de l'économiste du Faso. Nous revenons sur l'actualité de la semaine. Qu'est-ce qui a fait l'actualité de la semaine? Nous parlerons du Conseil des ministres du 16 mars dernier, où il a été pris deux décrets. Le premier décret qui mettait fin aux fonctions de Isaac Zida comme ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis. C'est vrai que nous parlerons de ce décret, peut-être qui a surpris beaucoup de personnes, d'autant plus que quelques jours avant, il y avait un autre décret qui était paru dans le journal officiel qui avait suscité beaucoup de commentaires avec mes invités. Nous allons essayer de décrypter effectivement le contenu peut-être de ce décret et surtout quelle lecture on peut avoir de la décision du Conseil des ministres. L'autre décret, c'est celui qui porte sur la mise en place de la commission constitutionnelle pour passer à une 5e république. Les membres de cette commission constitutionnelle vont 60 jours pour réfléchir, pour faire des propositions pour un passage à la 5e république. Nous essaierons également sur ce décret de voir quel peut être effectivement l'impact de celui de passer à la 5e république. Mais avant cela, nous reviendrons sur la gestion de la transition qui est tellement décriée dans les médias, si je peux le dire comme ça. Toute cette semaine, on a parlé de la gestion de la transition qui est décriée par les médias, par les populations qui réagissent sur les différents médias de la place. Avec mes invités, nous essaierons aussi de décrypter cette actualité. Nous commençons donc par M. Alassane Karama. Alassane Karama, c'est vrai que la transition a été une parenthèse de notre vie politique. Aujourd'hui, cette transition est décriée, notamment sa gestion. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, peut-être qu'en attendant, on va dire que ce n'est pas peut-être la transition dans sa totalité pour le moment. Voilà, nous sommes à une étape où c'est quand même le chef du gouvernement de la transition principalement qui est malheureusement pour des questions donc, de parcelles, entre autres, justement, donc sa gestion est aujourd'hui décriée. Qu'est-ce qui fait? À mon sens, d'abord c'est naturel, c'est naturel, la plupart du temps c'est après coup que les gens sont beaucoup plus à l'aise pour parler donc de la gestion des uns et des autres. Lorsque vous regardez en tout cas le mode de gouvernance de façon générale donc, en Afrique. Et ensuite, c'est maintenant également que des gens, c'est-à-dire donc le nouveau gouvernement, le nouveau pouvoir donc en place avec Roch-Marc Christian Kaboré, que ce nouvel exécutif-là a décidé justement de voir clair dans la gestion passée donc de la transition. Je pense que l'un dans l'autre, ce sont donc ces événements-là qui font que il y a eu comme un lever de bouclier. Les informations justement donc de suspicion de mauvaise gouvernance ont commencé à sortir. Et je pense que nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début dans la mesure où il y a quand même des audits qui ont été commandités. Et en tout cas, pour ce que j'ai pu apprendre, peut-être même si ce n'est pas totalement fini, mais ils sont quand même vers le bout donc, du tunnel, de ce point de vue-là. Donc, il n'est pas exclu qu'avec justement ces résultats, d'autres casseroles également puissent être révélées au grand public. Okay. Et ça, pour moi, ça révèle un peu que nous sommes beaucoup plus dans une situation où les gens, c'est le haut toi que je me mette à ta place, pas forcément pour changer, mais peut-être continuer sinon faire. Sinon, on a du mal à comprendre que, bon, pour justement ce laps de temps-là, en tout cas le chef du gouvernement se soit rendu coupable, mais on attend quand même que la justice puisse, puisque bon, comme il y a des dossiers peut-être qui seront éventuellement à ce niveau-là, puisse trancher pour situer les responsabilités, mais déjà pour ce qui est par exemple donc des dossiers, donc des parcelles, avec donc la sonature, bon, je pense quand même qu'il aurait pu aller quand même au-delà de cela, parce que bon, moi je vois ça comme une revanche, parce que selon ce qu'en tout cas la sonature a pu dire, il avait été bénéficiaire de parcelles qu'il n'a pas pu payer. Aujourd'hui, il est aux affaires. Bon, c'est comme s'il réclamait sa chose. C'est comme ça véritablement que je l'interprète. Okay. Sinon, comment comprendre que, bon, on demande à ce que les prix soient revus à la baisse? Et je pense que forcément, il y a conflit d'intérêts. Et on ne peut pas dire qu'il n'a pas, en tout cas, usé de sa position. Parce qu'il y a un chef de gouvernement qui va voir un DG ou peu importe, en tout cas, par qui il est passé, pour demander des réductions. En tout contexte, je pense que la personne, en tout cas, risque donc d'y aller. Donc, je vois, en tout cas, on est simplement désolé qu'il se soit, en tout cas, rendu coupable
de cette pratique-là. Justement, Paulin Yamego, sur la question des terrains de la Sonature, c'est vrai que ça a alimenté les colonnes des journaux. Et aujourd'hui, au Conseil des ministres, on a vu que le DG de la Sonature a sauté, si on peut le dire. Alors, c'est vrai que Karama dit il faudra peut-être que la justice puisse nous éclairer davantage. Mais en voyant ce qui s'est passé au Conseil des ministres, le fait de sauter le DG de la Sonature, alors qu'on était en plein dans ce problème, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a quand même une réalité quelque part? Il y a une réalité parce que, je peux dire qu'il y a une réalité parce que déjà il y a une traçabilité et lui-même il est sorti du silence. On le voit un peu, il a eu à appeler la presse là où il s'est expliqué un peu sur l'affaire des parcelles qui ont été données à Zida. Donc je pense qu'il s'est lui-même donné au gouvernement qui a dû prendre cette décision-là pour pouvoir être un peu plus clair au niveau avec les populations. Parce que cette affaire, on sait qu'on l'a lu dans plusieurs colonnes, dans plusieurs médias, et cela vient rappeler encore une fois de plus que les différents responsables de structures ou de services publics doivent être en adéquation avec les règles établies au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement. John Karim Gadiaga, est-ce qu'on peut dire le plus rien ne sera plus comme avant dans l'esprit des Burkinabés existe parce que tout simplement, on a l'impression qu'aujourd'hui le Burkinabé dit quel que soit ton acte de bravoure que tu as eu à faire pour le pays, il faut que tu sois un homme correct. Voilà, on a parlé de Zida comme Premier ministre qui a fait un bon travail pendant la transition, mais aujourd'hui, alors c'est son nom encore qui est jeté en pâture dans tous les médias. Est-ce à dire que les Burkinabés ne sont pas prêts à accepter des comportements déviants, quelle que soit la personne? Absolument, parce que ce qu'on vient d'observer ces derniers jours, c'est l'expression même du plus rien ne sera comme avant. Parce que les gens émettent des critiques sur la gestion de la transition est tout à fait normal. Effectivement, et c'est ce qu'on a demandé. Lorsqu'on a dit plus rien ne sera comme avant, ce n'est pas qu'il n'y aura plus de fautes, ce n'est pas qu'il y aura plus de malversations, ce n'est pas qu'il y aura plus de voleurs. Maintenant, c'est justement que lorsqu'on constate qu'il y a des voleurs, que quelque part, les mécanismes de la République puissent fonctionner et qu'il y ait effectivement de la sanction et que quelque part, les gens puissent payer de ce qu'ils ont pu commettre comme acte répréhensible. Maintenant, bon, effectivement, on a constaté à travers un certain nombre d'actes qu'effectivement, ceux-là qui ont géré la transition, notamment les chefs du gouvernement Zida, a posé des actes qui n'ont pas, en tout cas, qui ne passent pas, qui ne font pas l'unanimité au sein de l'opinion actuellement. Le gouvernement a pris le dossier en main, il a tranché. Et bon, moi je pense que c'est cela qu'il faut voir. Il faut saluer ce comportement. Effectivement, si le comportement qui ont été que le gouvernement de la transition a eu ne plaise pas aux gens, qu'effectivement on puisse prendre des jours, trancher là-dessus. C'est ce qui a été fait. Mais j'ai l'impression que les gens cherchent à aller au-delà. Il y a comme une sorte de négation même de la transition qu'on est en train de vouloir faire. Il y a, au-delà du fait qu'on puisse amener les chefs du gouvernement et la transition à payer, à rembourser ce qu'il a pu faire, il y a un lynchage, il y a un vilipendage du personnage. Comme s'il n'avait rien posé comme acte positif au cours de cette transition-là. Moi, je pense qu'il faut quand même ne pas céder parce que ce qui se passe actuellement, c'est un show des revanchards. Voilà, il y en avait quand même qui n'ont pas aimé que ce soit Zida qui arrive à la tête de ce gouvernement de la transition-là. Et puis, bon, pour des raisons pas objectives, mais pour des raisons personnelles. Et ces gens-là sont en train de vouloir se venger, régler leur compte. Oui, mais Gadiaga, ce que vous dites, ça pouvait être acceptable si effectivement il n'y avait rien à reprocher à la personne. Absolument. Et ce sont des accusations. Mais ici, on a l'impression que l'affaire, notamment des terrains, des parcelles, il y a des choses à reprocher à la personne. Oui. On a cité ces choses-là, le gouvernement a tranché, et j'ai lu la déclaration, le communiqué de la Sonature, mais il y avait beaucoup d'accusations qui n'étaient même pas fondées. Voilà, on a voulu ajouter des choses, trouver des serpents là où il n'y avait que des vers de terre. Non, mais il faut pas aller au-delà, il faut respecter le personnage. Il faut pas, quand on dit plus rien ne sera comme avant, c'est aussi le respect de l'être humain. Il y a la présomption d'innocence. Il ne faut pas inventer des choses. On a parlé du terrain devant la salle de conférence de Ouaga 2000. Mais on ne peut pas comprendre que Zida
arrive à poser... Mais d'ailleurs, ça c'est pas vrai. On a vu ça à travers le communiqué de la Sonature. Le terrain au niveau de Ouagadougou n'a pas été vendu. Il y a eu beaucoup d'autres cas. Le maître Hervé Kam, porte-parole du Ballot citoyen, était accusé d'avoir eu des parcelles sous la transition. Tout ça, c'est révélé faux. Mais ça veut dire que quelque part, il y a un lynchage. Il y a un vilipendage. On veut tout de suite salir ceux-là qui étaient au devant de la transition. Non, mais il faut les amener à payer. S'ils ont eu des actes, des comportements qui ne sont pas bien, il faut sanctionner ce comportement et puis la vie continue. On ne voit pas, c'est pas plus que ça. Carrément sur cette question, comme le dit John Gadiaga, on veut salir le nom de certaines personnalités, mais est-ce qu'aujourd'hui, peut-être le fait qu'on ait démis le DG de la Sonature de ses fonctions, est-ce que cela n'explique pas que c'est un peu lié à cette actualité? Bon, personnellement, je peux quand même convenir que cela est lié. Cela est lié parce que lorsque le gouvernement peut-être, en tout cas selon le communiqué de la Sonature, on parle toujours donc en fonction de ce qui a été révélé à travers dans les médias, c'est le gouvernement qui a amené le DG de la Sonature à revoir les prix auxquels justement il avait accordé les parcelles à l'ancien Premier ministre Zida. Donc, c'est comme si le gouvernement, à travers justement cette assignation-là, c'était une façon de dire que, bon, le DG a fauté. Encore que, à ce point de vue-là, je ne sais pas, en tout cas, c'est qu'ils ne sont pas nombreux au Burkina, les DG qui auraient pu, en tout cas, résister venant d'un chef de gouvernement. Parce que le DG qui a été démis de ses fonctions a été nommé pendant la transition en janvier 2015, je pense bien. Tout à fait. Et même si ce n'était pas le cas, ici au Burkina, c'était malheureusement une habitude. On a vu même les maires, les autorités qui ont des parcelles à n'en point finir, ça c'est connu au Burkina. Si tu as la chance justement d'être à des postes de responsabilité, à chaque lotissement pratiquement, il y en a qui ont des parcelles. Donc vous voulez dire sur de grandes superficies. Le devoir d'ingratitude n'existe pas. Non, c'est ce qui devrait être. C'est ce qui devrait être. Mais sous nos cieux-là, on demande une loyauté souvent qui va au-delà même de la normale. Donc si bien que bon, les gens peuvent être quand même appelés à faire donc des concessions. Parce que quand vous imaginez, c'est vrai, c'est vraiment 8 000 francs, ce n'était pas le prix. Mais on a dit c'est le prix peut-être donc des aménagements, au lieu donc de 40 000 francs qui est le prix normal donc de vente. Mais est-ce que le DG à l'époque pourrait faire autrement? C'est toute la question. Peut-être que ce que je me dis, c'est le Premier ministre en tant qu'autorité qui devrait se mettre au-dessus de cette mêlée-là, au-dessus donc de tout cela, pour éviter justement ce qui arrive aujourd'hui. Sinon, forcément que c'est déplorable, et je peux dire que quand même le limogeage donc du DG, on va dire c'est dans l'ordre normal des choses, diplomatiquement, mais ça peut être lié justement à ce que le gouvernement peut considérer comme étant une faute. Parce que si on a demandé à rectifier, c'est qu'on a considéré quelque part que c'est une faute. Okay. Et donc ça peut être la conséquence justement de cette faute commise. Ok, Paulin Yemego a écouté Karama, on a l'impression plutôt, on a peut-être cette envie de dire que le plus rien ne sera comme avant, doit être interprété comme un changement de mentalité, que aujourd'hui les autorités qui sont peut-être au pouvoir sachent qu'on ne doit plus confondre la chose publique à la chose privée. Et quel que soit le poste de responsabilité qu'on écoute et on occupe, on doit faire attention à certaines choses parce que ça vous rattrape. Ça, c'est quand même une réalité parce que on a tellement chanté le plus rien ne sera comme avant lors de la transition. On a constaté qu'il y a eu des écarts au niveau du nouveau gouvernement. Il y a cette volonté-là peut-être de vouloir donner cette impression que le gouvernement veut aller en droite ligne avec les aspirations du peuple. Celui du plus rien ne sera comme avant. On l'a constaté. C'est comme l'exemple du directeur qui a été limogé. C'est peut-être pour dire que le gouvernement ne tolérera plus ces écarts de comportement de la part de ces différents dirigeants ou bien de ces différents leaders de structures publiques. Et donc, je me dis que le plus rien ne sera comme avant doit être vu d'une autre façon et donner quand même recadrer quand même la façon de concevoir la fonction publique pour que chacun se mette au pas pour pouvoir quand même respecter ce qu'il y a au niveau du... Alors, John Gadiaga, oui, est-ce qu'on peut maintenant s'attendre peut-être à des DG dans notre nouvelle fonction publique sous ce pouvoir quand on va leur intimider lors de faire certaines choses qui vont aller à l'encontre des textes qui régissent leur métier, qu'ils aient le courage de dire non, je ne ferai pas?
Non, absolument. Mais on n'est pas sûr. Il ne peut pas avoir de garanties par rapport à ces choses-là. On ne peut pas tout de suite dire que bon, celui qu'on nomme DG est un saint ou bien celui qu'on nomme ministre est un saint. Mais c'est dans le comportement que chacun comprendra en fait que c'est sur la base de ces actes qu'il sera jugé. Si tu commets des actes qui sont répréhensibles, des actes condamnables, effectivement, tu peux subir le même sort que celui qui est arrivé au DG de la Sonature. Donc, effectivement, à ce niveau, tout le monde comprendra, intégrera ça dans sa tête que, effectivement, quelque part, il ne faut pas s'adonner, on ne gère pas la chose publique à sa guise. Non, même si ton ministre de tutelle t'intime lors de faire quelque chose, tu peux, si ça ne va pas dans le sens. Mais si tu le fais, il faut l'assumer. Parce que effectivement, si on se rend compte de ça, effectivement, on peut t'amener à répondre de tes actes. Et c'est ça le plus rien ne sera comme avant. Chacun pose son acte et qu'il l'assume. Si effectivement tu sais qu'en faisant cet acte-là, tu risques de subir des représailles par la suite, des représailles dans le cadre effectivement de la justice, mais effectivement, tu l'assumes quand on ne soit pas en train de crier, bon voilà, et c'est parce que je suis de telle couleur. Que bon là, ou bien parce que je viens de là qu'on m'a fait on m'a infligé cette sanction. C'est la République qui marche comme ça et que désormais tout le monde est obligé d'être droit dans son comportement. Okay. Karama, nous passons au second sujet. C'est vrai que nous allons toujours rester avec l'ex-premier ministre Isaac Zida. C'est vrai, au début, il y avait une rumeur qui disait que les membres de la transition allaient être nommés à des postes. Pour Zida, on parlait d'ambassadeur aux États-Unis. C'est vrai que c'était dans les rumeurs. Ensuite, on a vu, il y a quelques jours de cela, dans le journal officiel, un décret non signé qui le nommait ambassadeur aux États-Unis depuis le 23 décembre, je pense, 2015, donc sous la transition. Et au Conseil des ministres passé du 16 mars, effectivement, il y a un autre décret qui sort pour dire non, qu'on a mis fin. Et alors, en tant que journaliste, comment vous avez interprété toute cette actualité ? De la rumeur au décret, du décret au vrai décret maintenant du Conseil des ministres. Voilà, je crois que ça également, je pense que la transition a un peu joué avec le peuple de ce point de vue, parce que moi, à l'époque, pour ce que je sais, on n'a jamais entendu parler de décret qui nommait officiellement le premier ministre de l'époque, Zida, ambassadeur à Washington. On avait plutôt parlé donc d'intention. Et lui-même, je sais qu'au cours d'une interview, il avait pratiquement dit ça. Donc, il n'y avait rien de concret, apparemment. Et ensuite, ce que je me dis, de façon générale, en tout cas pour ce que je sais, ce type de nominations se font quand même en Conseil des ministres. Ils sont connus, au-delà du fait que c'est publiable justement dans le journal officiel, mais sont connus à travers donc les comptes rendus du Conseil des ministres. Mais pour ce cas précis, je pense qu'il y a un problème de démarche, de manière qui se pose. Ça, c'est le premier point. Et le second, à mon sens, c'est aussi la conjugaison de facteurs aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme problème de gestion qui semble se poser avec cette transition. Je pense que cela n'est pas de nature à encourager peut-être le gouvernement en place à entériner éventuellement cette nomination-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de suspicions autour donc, de la gestion de la transition. Et qui de suspicion quand même dit que la personne devrait pouvoir être disponible pour éventuellement répondre devant la justice de ce qui lui serait reproché. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas lieu également d'entériner cette nomination qui, bon, comme je l'ai d'ailleurs dit, s'est passée vraiment dans les coulisses et qui, à mon sens, cela est déplorable. Okay. Parce que j'ai l'impression qu'on cache quelque part quelque chose, sinon je ne vois pas du tout de raison à ce que les autres nominations, il y a d'autres ministres qui ont été nommés officiellement. Et on a entendu lors des conseils des ministres. En tout cas, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas entendu que bon, ces nominations sont remises en cours. Mais pour le Premier ministre Zida, franchement, c'est seul ce qui a été publié donc, dans le journal officiel. Maintenant, est-ce le bon décret ou pas? Comme vous parlez donc de problème de signature, là où je suis, je ne saurais en tout cas répondre. Mais je me dis que si le document a pu se retrouver dans les coulisses donc du secrétariat général du gouvernement, quelque part, c'est quelqu'un qui a pu effectivement apporter le décret là-bas, parce que ce n'est pas à ce niveau que le décret a été pris. Okay. Donc, mais bon, on va essayer donc de voir. Peut-être que les enquêtes pourront permettre de nous situer
clairement sur la nature de ces décrets-là. Oui, Paulin Yamego, quand on fait un recoupement, nous les journalistes, quand nous suivons l'actualité de l'ex-premier ministre, je pense qu'à travers ses interviews, il y a l'honnêteté quand même de reconnaître quelque chose. Je me rappelle, vers la fin de la transition, c'est vrai qu'il disait que une question à lui poser, s'il allait rester dans l'armée, il dit non, il n'est pas très sûr, mais il attend, c'est-à-dire le poste que vont lui proposer les nouvelles autorités. Et ensuite, la question d'ambassadeur, il avait dit quelque part, de toute façon, quand vous êtes ambassadeur, vous représentez un président. Donc lui, il pense que la meilleure des choses, c'est le président à finir qui va le nommer, pas le président de la transition. Mais donc dans cette logique, on pouvait comprendre, en tout cas nous on s'attendait à ce que ce soit les nouvelles autorités qui nomment Zida. Mais comment expliquer que ce décret sorte le 23 décembre 2015, une semaine avant que le nouveau pouvoir peut-être ne s'installe, et d'ailleurs un décret qui n'est pas signé? Comment expliquer cela? Il y a d'abord une inquiétude qu'il faut faire soulever. C'est d'abord de savoir comment ce décret est arrivé au niveau du journal officiel, comment c'est passé sans pour autant que les autorités compétentes ne soient au courant de cela. Et déjà, cela est inquiétant parce que c'est un journal, c'est un outil pour le gouvernement, c'est un outil pour l'État. Et lorsqu'il y a des écarts de ce genre-là, c'est quand même une façon de sonner l'alarme pour rappeler aux autorités que c'est un outil qui est quand même important, qu'il ne faut pas utiliser. Il ne faut pas que ce soit personnalisé par certaines personnes, parce qu'on a comme l'impression que c'est une personne qui l'a fait passer au niveau du journal officiel. Et en revenant au niveau de l'honnêteté de Zida, on ne peut pas parler d'honnêteté puisque les choses, il a souligné il y a un instant que le décret, ça se fait lors d'un conseil de ministres. Et on ne l'a pas vu effectivement lors d'un conseil de ministres. Cette nomination n'a pas été donnée lors d'un conseil de ministres de la transition, ni également de celui de Roch-Marc Christian Kaboré. Donc cela n'est pas clair et je pense que c'est ce qui peut-être a motivé également le gouvernement à abroger cette nomination pour mieux voir dans cette nomination-là. Ok, alors John Gadera, donc quelle lecture vous faites? Est-ce que vous pensez que c'est une question de procédure? Une fois de plus, je constate que sur ce dossier aussi, il y a comme un lynchage des Zida qui prend des proportions qui ressemblent plus à une négation de la transition. Sinon, effectivement, dans la forme, ces décrets qui nomment Zida comme ambassadeur aux États-Unis, il y a un problème dans la forme. Et les conditions dans lesquelles cette nomination a été faite, en tout cas a été rendue publique, posent problème. Ben, effectivement, là-dessus, le gouvernement a tranché, a pris sa décision, on abroge les décrets. Ben, c'est tout. Celui qui l'avait, en tout cas, si ces décrets qui nommaient Zida comme ambassadeur est vérifié, c'est-à-dire que celui qui l'avait signé avait toute la légitimité pour le signer. C'était le président de l'époque, Michel Kafando, si effectivement celui qui l'a signé, parce qu'il y a quand même des doutes aussi sur l'authenticité même du décret. Le décret n'a pas été signé. Voilà. Ben, franchement, il y a un flou autour de la chose. Donc, effectivement, voilà pourquoi j'ai dit les conditions dans lesquelles ce décret a été pris et ce décret a été publié pose problème. Et à ce niveau... Alors il faut noter qu'il y a un autre décret à côté qui prorogeait le mandat des conseillers du Conseil économique et social en attendant la mise en place d'un nouveau bureau, lui qui a été signé. Voilà. Donc, je vais en arriver. Parce que, effectivement, sur la façon dont le décret a été pris, effectivement, ça pose problème. Le gouvernement a tranché, a trouvé qu'il fallait carrément abroger le décret. On l'a abrogé. Le gouvernement actuel aussi a la légitimité, effectivement, de pouvoir abroger ces décrets. Et c'est ce qui a été fait. Mais de là à vouloir dire, bon, c'est de la mauvaise foi, Zida, il a tout le droit d'être ambassadeur. Donc vous voulez dire que peut-être Zida n'a rien à voir dans tout ce qui s'est passé? Non, mais ce n'est pas lui qui a signé le décret, ce n'est pas lui qui signe le décret de nomination des ambassadeurs. C'est le président. Mais le président, c'était Michel Kafando. Et si c'est lui qui l'a signé, c'est normal. Et Michel Kafando aussi n'a pas signé ce décret. Bon, voilà où... Et comment il se retrouve dans le journal officiel? Bon, dans tous les cas, il est paru, je ne sais pas à quel moment il est paru dans le journal officiel. Est-ce que c'est sous la transition ou bien c'est pendant... non, en mars, je pense bien, le 10 mars. Actuellement, ce n'est pas Zida qui est aux affaires. Ce n'est pas Zida qui est au secrétariat général du gouvernement. Donc, il faut attendre effectivement qu'il y ait une enquête qui clarifie la situation.
avant de commencer à dire c'est Zida qui a fait ceci, il faut se limiter, il faut avoir, respecter la présomption d'innocence. Jusque là, rien ne dit que c'est effectivement lui qui a manigancé pour qu'il y ait ce décret-là qui le nomme comme ambassadeur. Effectivement, en décembre, la question était revenue, la rumeur courait qu'effectivement, il était pressenti pour être ambassadeur. Mais à l'époque, on n'a pas eu tous ces tapages-là. Les gens étaient là, ils attendaient effectivement. Mais à partir du moment où on voit un décret qui ne confirme, en tout cas, plus ou moins comme ambassadeur, mais si le gouvernement décide que ce n'est pas bon, il décide, il approche le décret et puis c'est fini. Il n'a jamais sorti, avec une pancarte pour dire non, il faut que je sois absolument ambassadeur. Non, mais pourquoi on veut forcément voir du noir là où il y a Zida? Ok. Non. D'accord, oui, Karama, sur cette question, oui. Je ne crois pas que c'est la responsabilité de Zida qui soit mise en cause ici, pour ce qui est en tout cas de ce décret, pour ce que je sais, parce que ce n'est pas Zida lui-même qui s'autonome, ce n'est pas Zida lui-même qui est censé signer un décret, le nommant. Donc, de ce point de vue-là, je ne crois pas que ça soit forcément lui. Mais c'est peut-être un problème vraiment de forme. Déjà, si vraiment c'est un décret authentique, parce que l'authenticité même pose problème, mais si c'est un décret authentique, la forme quand même pose problème. On peut dire que ça a été vraiment fait dans les coulisses. Et ce qui est, sinon moi par principe, je ne suis pas du tout contre, sinon même que je suis pour, pourquoi pas qu'il puisse aller aux États-Unis. Parce que bon, avec tout ce qui s'est passé, avec l'armée, avec tout ce qui s'est passé, techniquement pour moi il allait être difficile pour lui, après en tout cas de demeurer ici simplement dans l'armée. Donc si on peut lui permettre effectivement de s'évader un moment, avant donc de revenir, c'était tant mieux. Mais le problème c'est vraiment au niveau de la forme que ça se pose. Ok. Ça a été rectifié. Paulin Yamego. Sur le problème, il a si bien dit, c'est la forme. Mais on a une volonté de transparence dans ces différentes pratiques. Donc, ce n'est pas un lynchage qu'il y a lieu. On ne parle pas de lynchage, mais je pense qu'on parle de transparence dans tout ce qui est fait actuellement. Donc, c'est ça l'inquiétude. Comment ce décret est tombé au niveau du journal officiel, c'est là que la question se pose. Voilà. Et quitte à ce que le gouvernement lance une enquête pour savoir maintenant et situer les responsabilités sur ces écarts au niveau du journal officiel. Même si d'après certains personnels de ce journal officiel a été mis de côté. Tout à fait. Je crois qu'il y a des chefs de service qui ont été, je vais dire, sacrifiés. Maintenant, je ne sais pas quel est le niveau effectivement de responsabilité ou de complicité. S'il y a effectivement eu deal quelque part, mais bon, on va attendre de voir. Mais franchement, il serait intéressant effectivement que des enquêtes puissent être, en tout cas, menées, poursuivies et révélées. Et que, pourquoi pas, ces conclusions soient portées à la connaissance de ce grand public-là, puisqu'on puisse savoir, est-ce qu'il s'agissait d'un décret authentique ou pas déjà, pour que bon, on puisse être situé. Je crois que ça c'est important. Et ça va également témoigner de cette, en tout cas, cette envie d'aller justement vers la transparence. Parce que jusque-là, ça semble être donc des anciens donc, du régime passé, je vais dire donc de la transition. On souhaiterait que la même rigueur puisse être de mise pour donc, les autorités actuelles. Voilà. Je crois que c'est ça qui serait un message fort de transparence. Oui, on peut ajouter que tout ce que même la mise à l'écart des responsables, en tout cas ceux-là qui sont impliqués dans la publication du journal officiel et tout ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Il ne faudra pas... Il n'y a pas de problème. Une république fonctionne comme ça. Il y a des problèmes et il faut les gérer. Et la façon de gérer les problèmes, justement, détermine le niveau, et en tout cas, le niveau d'éthique de la gouvernance, effectivement. Et comme ça, quand il y a des problèmes, il faut les gérer. Il ne faut pas tout de suite voir. Non. Parce que il faut arrêter. Il y a un Zida bashing actuellement. Le regain d'actualité de certaines personnes, moi, quand même, m'interroge. Voilà, non, mais je pense que c'est ça. Quand même, Zida doit quand même pouvoir supporter, parce que de toute façon, toute personne publique est comme une poubelle. Même nous, simples journalistes, nous sommes sous le feu de la critique chaque fois. Mais de là, aller faire une négation de la transition, moi, ça me pose, c'est ça qui me choque. Parce que, quand même, il faut reconnaître le sacrifice que ce Zida y a fait. Voilà, parce que les gens vont polémiquer, on va dire non, et d'autres personnes, mais franchement... Et il faut être réaliste en appréciant la situation de l'insurrection. Ça, c'est quand même dans l'ordre normal des choses. Non. Blaise a conduit 27 ans le pays, mais... Il faut être réaliste. Les gens ne sont pas gentils avec lui. Les conditions dans lesquelles l'insurrection a eu lieu, quand même,
il faut reconnaître que quelque part, Zida a donné du sien. Il s'est sacrifié quelque part pour nous donner les résultats que nous avons actuellement. Ok. Et s'il n'avait pas fait certaines choses, on ne serait même pas là en train de dire voilà, ceci. Bon, il faut savoir les reconnaître aussi, quoi. Ok. D'accord, nous passons au dernier sujet de cette émission. Il s'agit effectivement de ce décret encore venu du Conseil des ministres du 16 mars dernier relatif à la mise en place d'une commission pour réfléchir sur une commission constitutionnelle pour réfléchir sur le passage à la 5e République. Effectivement, la 5e République, on a tellement parlé que c'est vrai, le président Roch-Marc Kaboré l'avait promis, je pense, dans son discours, lors de sa campagne électorale. Aujourd'hui, Karama, selon vous, est-ce qu'il y a une nécessité réellement d'aller à la 5e République? À mon sens, tout de suite, oui. Oui, d'abord par principe d'en finir avec la 4e. Parce que la 4e République au Burkina, quand même, a un visage, quoi. Ouais. A un visage. Et à mon sens, pour justement entamer la marche vers ce Burkina nouveau-là, on peut pourquoi pas le faire avec une 5e République. Ensuite, voir également comment, à travers une nouvelle constitution, prendre véritablement en compte les préoccupations des Burkinabés qui seront peut-être contenues, pourquoi pas, dans la constitution en termes de droit. Je pense que ça, c'est également donc une possibilité. Et ensuite, à l'époque, la constitution date de quoi? 91. Oui. 91, à l'époque, l'esprit démocratique du Burkinabé, je ne sais pas, n'était pas celui donc d'aujourd'hui. Et je pense que cette fois-ci, maintenant, en tout cas avec le passage donc à une 5e République, on pourra, s'il y a une large concertation, avoir une constitution beaucoup plus consensuelle, beaucoup plus, pourquoi pas, peut-être meilleure par rapport à ce qu'on a vu donc jusque-là. Donc pour moi, la 5e République peut être un nouveau départ, donc du Burkina nouveau qu'on souhaiterait, donc refléter justement ce Burkina nouveau-là, que cette constitution soit le reflet du moins de ce Burkina nouveau-là, et que cette constitution également prenne véritablement en compte les aspirations de ce peuple qui, à mon sens, a beaucoup mûri aujourd'hui, comparé en tout cas à 1991 sur le plan démocratique. Donc pour moi, en tout cas, il y a nécessité, mais je souhaiterais quand même que la concertation soit la plus large possible pour permettre justement à cette constitution, la dernière constitution des Burkinabés, parce que c'est vrai que ça va être soumis peut-être après à un référendum pour adoption, mais on sait qu'à ce niveau, pour ce qui est du vote, ce n'est pas toujours un vote éclairé. Donc de ce point de vue, rapidement on peut adopter une constitution sans en connaître véritablement la teneur, c'est-à-dire les teneurs et les aboutissants, mais on va voter oui parce qu'on a demandé de voter oui. Donc c'est pas ça qui, à mon sens, donc on fait un vote censitaire. Donc pour moi, ce serait bien effectivement qu'on puisse aller à une large concertation pour que cela puisse refléter en tout cas les besoins du moment donc de Burkinabé. Parce que bon, la constitution, comme on l'a dit aussi, c'est en fonction du contexte, ça évolue avec donc le temps. Donc il faut une constitution en phase avec justement les enjeux donc du moment. Justement, Paulin Yamego, c'est vrai que cette constitution de 1991, les juristes nous avaient dit qu'elle avait été taillée sur mesure pour un homme, Blaise Compaoré. Donc forcément, s'il y a un changement, il faut aller à une 5e République. Ça, c'est la forme. Mais dans le fond, il y a encore un autre problème qui se pose, parce qu'on sait que la constitution passée, il y avait deux problèmes. Il y avait effectivement cette histoire d'article 37 et surtout le pouvoir aussi puissant du président du Faso. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, qui n'est autre que Salif Diallo, était contre effectivement le fait que le président ait peut-être plus de pouvoir. Et on sait ce qui lui avait amené des problèmes quand il était au CDP, je pense en 2008, parce que tout simplement il avait dit non de revoir la Constitution, de revoir effectivement, de parler plus de régime parlementaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en passant à la 5e République, on risque de revenir d'aller à ce régime parlementaire? On ne sera pas étonné de le voir puisque c'était la volonté également de Salif Diallo, qui est l'un des mandats, des ténors du MPP. Donc on ne serait pas étonné de voir que la 5e République accorde un peu plus de pouvoir au niveau du Parlement. Et il faut rappeler que la 4e République aussi a été, comme on l'a si bien dit, a été taillée sur mesure pour donner plus de main libre au pouvoir déchu qui était celui de Blaise. Donc je pense que l'importance ici c'est vraiment de revoir un peu cette constitution-là pour donner un peu plus d'espoir aux Burkinabés parce que le peuple burkinabé a des aspirations
Et ces aspirations-là, on doit le sentir au niveau de la nouvelle constitution. Donc, on espère que cette constitution qui sera à nouveau proposée au Burkinabé sera une constitution qui permettra quand même de régler un certain nombre de problèmes, celui de limiter, de repartir le pouvoir au niveau de la République et d'accorder un peu plus d'importance sur certains aspects. Donc, pour moi, en tout cas, il est important de revoir un peu que cette 5e République réponde aux aspirations du peuple burkinabé. John Karim Gadiaga, Karama l'a souligné, le vrai problème le plus important pour une constitution, c'est de prendre les aspirations du peuple, en tenir compte des aspirations du peuple, mais on se rend compte que dans toutes nos constitutions, le vrai problème, c'est qu'on se focalise plus sur les droits politiques que les droits socio-économiques. Alors, c'est vrai, une constitution vous dira que telle personne a droit à l'éducation, elle a droit à choses, mais finalement, ces droits ne sont pas respectés. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce à dire que, oui? Ouais, c'est véritablement à ce niveau que se trouve l'enjeu de cette commission qui sera mise en place là. Parce que, déjà par la composition de la commission, il faudra qu'il y ait effectivement toutes les sensibilités de telle sorte qu'on puisse avoir une constitution, un document qui reflète véritablement les aspirations du peuple. Et ça, pour avoir cette constitution-là, il va falloir qu'il y ait toutes les personnes, effectivement, toutes les sensibilités qui puissent être représentées à cette commission-là. Ensuite, par rapport au contenu même du document, il y a aussi il faut que le pouvoir en place puisse être ouvert à ce que, effectivement, les propositions qui vont dans l'intérêt du peuple-là puissent être acceptées. Parce qu'il ne suffira pas de faire les propositions, encore faut-il que, bon, effectivement, ces propositions-là puissent valider par la suite. Donc c'est à ce niveau-là que se trouve l'enjeu de cette commission qui sera mise en place là. Donc, sinon, effectivement, le passage à une 5e République, c'était prévu dans le programme du président Roch Kaboré. Effectivement, il a été élu, et puis bon, voilà. Et sinon, il y avait eu un document qui avait été préparé par les CNT, mais étant donné que, bon, nous étions quand même dans un contexte assez particulier, où il y avait quand même certains acteurs qui n'avaient pas véritablement une certaine emprise, en fait, dans la vie publique. Donc, effectivement, cette période convient mieux, ou en tout cas, puisque c'était tout, d'ailleurs les partis politiques qui avaient demandé que l'adoption de la Constitution puisse être en tout cas retardée à cette période-là. Donc, on attendra de voir, effectivement, que l'opposition puisse être suffisamment représentée, que la société civile puisse être suffisamment représentée, et que toutes les couches, en tout cas des forces vives de la population burkinabé et au niveau de la population, puissent être présentes pour faire des propositions suffisamment qui prennent en compte le contexte d'après-insurrection, parce que c'est ça aussi qu'il faut rappeler. Nous sommes allés à l'insurrection parce qu'un certain nombre de choses ne convenaient pas, en tout cas, ne prenaient pas en compte les aspirations du peuple. Donc il faut des choses, en tout cas, veiller à ce qu'il y a par exemple cette situation de la sécurité avec les corps qui sont sur place. La présence de ces structures-là révèle quelque part que les principes qui sont proposés en tout cas dans le cadre de l'État en matière de sécurité, ne conviennent pas, en tout cas ne prennent pas en compte en tout cas les besoins des populations. Il faut faire en sorte qu'effectivement, on puisse résoudre toutes ces questions-là à travers la nouvelle constitution, de telle sorte qu'effectivement, on puisse reconnaître et savoir sur quelle base, en tout cas, toutes ces structures-là, toute la population peut se sentir concernée par, en tout cas, notre loi. La loi fondamentale, c'est la Constitution. Mais carrément, le vrai problème qui se pose, c'est que sous la transition, on avait une commission nationale de réconciliation et des réformes. Et on avait dit qu'il y avait une sous-commission des réformes chargée de travailler pour la mise en place d'une nouvelle constitution. Et je me rappelle que les gens du CNT disaient qu'eux, ils ont un travail qu'ils font, et cette sous-commission des réformes aussi a son travail, et ensemble, ils verront ce qu'ils feront. Mais malheureusement, au niveau du CNT, on n'a fait que quelques retouches pour permettre d'aller rapidement aux élections. Mais finalement, on se demande à quoi a servi cette sous-commission des réformes. Ces propositions, d'autant plus que le décret dit qu'on a une nouvelle sous-commission, en tout cas une nouvelle commission constitutionnelle qu'on doit créer. Bon, de toute façon, il faut situer les choses dans leur contexte. Puisque la transition n'avait pas exclu quand même
d'aller à la 5e. Oui, mais moi je m'attendais qu'on prenne simplement sur les propositions faites par la sous-commission des réformes là, de la Commission nationale de réconciliation nationale et qu'on a... Non, n'empêche que peut-être que ces propositions peuvent être étudiées, mais dans le cadre, parce que n'oubliez pas, c'est quand même de nouvelles autorités qui sont sur place. Ce sont des nouvelles autorités. Et même que le contexte à l'époque, hein, puisqu'il y en a qui se sentaient exclus d'office, peut-être que tous ces gens-là, il va falloir les rassembler dans le cadre de la nouvelle commission. Oui, mais si je pose la question, c'est que certains sursurent en disant que voilà, il y avait des acquis de la transition, on ne peut pas en tenir compte peut-être avec le nouveau pouvoir. Non, peut-être pas forcément. Je pense que de toute façon, en soi, les aspirations de ce peuple-là ne vont pas changer tout juste de la transition à maintenant. Ce sont les mêmes aspirations. Donc, je pense que ce travail-là peut être mis à profit dans les cas, mais je suis quand même d'accord qu'on puisse composer, en tout cas, pourquoi pas une autre structure. Parce qu'il y a des gens, comme je l'ai dit tantôt, qui étaient exclus à l'époque, qui se sentaient peut-être comme des parias, qu'il va falloir intégrer actuellement pour prendre en compte cet esprit d'ouverture-là, de rassemblement et de prise en compte des aspirations de tous les Burkinabés. Sinon, si on doit prendre simplement ce qui a été fait, parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, tout ce qui a été fait également, ça pose problème quelque part parce qu'il y en a qui se sont dit exclus d'office. Voilà, donc ils ne se sentent plus concernés par ce travail qui a été fait. Donc on ne peut pas prendre simplement ce travail et puis aller justement à une 5e république. Donc je suis pour qu'on puisse recomposer, mais prendre encore quand même ce qui a été fait parce que c'est du travail qui a été fait, c'est de l'argent également qui a été investi. Prendre en compte ce qui a été fait. Et puis bon, ce qui a lieu également d'ajouter à travers dans les discussions, les échanges, on pourra améliorer. Et puis bon, sortir quelque chose de beaucoup plus consensuel. Okay. Ça, c'est mon avis. Je pense que ce document, d'ailleurs, qui a été proposé par la CNT, le CNT, pourra servir de document de base, de document de travail. Ça ne veut pas dire qu'il sera rejeté. Ils avaient préparé, c'était un avant-projet, en tout cas, qu'ils avaient préparé. Et je ne sais pas quel sera le mot de travail de la commission, mais quand même, ils auront besoin d'un document de base. Et ce document de base-là pourra être celui que le CNT a proposé. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on perd comme ça. Ça va servir quand même, je pense. Ouais. Alors, Paulin Yamego, pour terminer avec vous sur ce sujet. D'accord, c'est comme on est tous d'avis que cette nouvelle constitution-là doit être calquée selon les réalités du pays. Il faut que cette constitution soit rassemble pour édifier cette constitution, pour faire constituer tailler cette constitution, comme on peut le dire. Il faut mettre toutes les parties à contribution pour que cette constitution réponde vraiment aux aspirations des populations, afin qu'on ne retrouve plus ces problèmes que nous avons eu. Mais on aura toujours un œil sur le mandat présidentiel, sur cet article relatif au mandat. Hein, ça, oui, donc il faudrait vraiment... C'est l'office verrouillé. Parce que c'est comme on l'a dit, il faut qu'on s'inspire de l'insurrection. Il faut qu'on s'inspire de tous les problèmes que le Burkina Faso a traversés pour pouvoir asseoir une constitution quand même qui puisse mettre le citoyen lambda à l'abri de tous ces événements qui sont passés auparavant. Ok. Voilà, nous sommes au terme de cette émission sans langue de bois sur Burkina Info. J'avais comme invité John Karim Gadiamaga de l'économiste du Faso, Paulin Yamego de Burkina Info et Alassane Karama de Sidoya. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.